Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit d'où vous nous recevez en ce dimanche 6 juillet 2025 à l'occasion de ce nouveau numéro du Jury du dimanche qui reçoit Monsieur Dabi Pouy, qui est docteur en sciences de gestion, spécialisé en prospective, innovation, stratégie, organisation, diplômé à Paris mais également à Reims et donne des cours ici au CESAG, mais également est PDG du cabinet de consulting Cogent Finance SAS. Merci beaucoup Monsieur Pouy d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Hassan, je vous remercie pour cette invitation et c'est un plaisir de partager une heure d'émission avec vous pour parler de notre avenir commun. Merci beaucoup. Nous vous recevons donc en tant qu'économiste. Nous n'allons pas délivrer de cours, nous allons être un peu terre à terre. Donc la première question qui me vient à l'esprit en vous recevant est la suivante. Quel type de diagnostic global et panoramique jetez-vous sur la situation économique du Sénégal en cette année 2025? Alors, la situation économique du Sénégal est difficile. Maintenant, ce n'est pas uniquement le cas du Sénégal. Aujourd'hui, sur le plan international, nous traversons une situation économique assez difficile. Au niveau du Sénégal, ça s'accentue et c'est beaucoup plus profond uniquement parce que comme nous sommes des économies exogènes, les chocs ont tout de suite une répercussion beaucoup plus forte. Mais la crise économique que nous traversons, les difficultés que nous traversons, ne sont pas uniquement le fait du Sénégal, mais c'est un cadre mondial. Et comment expliquer la force de cette crise-là ici au Sénégal? Alors la force de cette crise au Sénégal est liée au fait que nous sommes une économie exogène. Donc nous ne maîtrisons pas notre économie et que forcément, quand il y a une augmentation par exemple des prix des matières premières, une augmentation des produits que nous achetons, immédiatement ça a une répercussion sur notre économie et les seuls leviers que le Sénégal peut avoir pour pouvoir y faire face, c'est des subventions. Or, le Sénégal n'a pas vocation à subventionner. Parfait. Et pourquoi la transition? Parce que nous avons connu une autre alternance. Pourquoi cette transition n'a pas donné un peu, n'a pas fait ses effets? Pourquoi il n'y a pas eu ce dénouement ou ce déclic avec ce changement? Alors le changement, on a espéré quand le PM Ousmane Sonko avait dit halte au clientélisme avec le gouvernement de Macky Sall, clientélisme que j'avais dénoncé d'ailleurs de toutes mes forces. On a espéré que enfin le gouvernement de Sonko allait faire appel aux différentes forces vives de la nation pour s'en sortir. Or, jusqu'à présent, nous baignons dans ce clientélisme tant décrié par ce gouvernement et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes actuellement dans cette situation. L'une des raisons, donc ce n'est pas la seule. Il y en aurait-il d'autres? Alors, quand on dit que le Sénégal est un pays qui est extrêmement riche de ses ressources humaines, d'aucuns disent que le monde nous envie, l'Afrique nous envie nos propres ressources humaines. Donc, je dis la première raison, c'est ça. Maintenant, la deuxième raison, c'est le sentiment d'instabilité. L'instabilité politique d'après-élection qui peut expliquer aussi la situation dans laquelle nous sommes, la difficulté dans laquelle nous sommes. Mais, à mon avis, la première et principale raison, c'est le manque de mobilisation de nos ressources humaines, le manque de mobilisation de l'ensemble des compétences dont dispose le Sénégal. On a aujourd'hui des gens extrêmement compétents, tant sur le territoire qu'à travers les différentes organisations internationales. Si dès le départ, on les avait mobilisés, je peux faire la conjecture selon laquelle
le Sénégal allait s'en sortir. Donc si on vous suit bien, M. Pouy, vous semblez dire que vous pointez quelques erreurs de débutants de la part de l'équipe en place, non? Alors, j'aime pas, Hassan, j'aime pas le terme de débutant parce que je pense qu'il faut faire attention aux mots, aux paroles qui peuvent être blessantes. Ce qui est certain, c'est que le gouvernement n'a pas fait appel, en tout cas à toutes les forces vives de la nation. Alors, j'essaie d'éviter de parler de débutants parce que ce serait assez méprisant. D'accord. C'est ça, on va creuser un peu la question. Est-ce que vous pensez que ceux qui sont en place étaient bien préparés à affronter la complexité des questions économiques, par exemple? Tout nous pousse à croire que non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si dans le discours, on nous dit ceux qui se sont battus à l'intérieur du PASTEF pour gagner contre Macky devaient d'abord être récompensés. Je pense que ça, c'est une erreur qu'il ne fallait pas faire. Parce que le PASTEF, ce n'était pas 54% des votants. Et là, effectivement, en ce sens, on n'a pas mobilisé suffisamment les forces vives de la nation au-delà du PASTEF. Très bien. Très bien. Il y a également certains commentateurs qui disent que le pays est à l'arrêt ou serait à l'arrêt. Mais comment un pays peut être à l'arrêt quand ses habitants vont et viennent et que les choses fonctionnent, les salaires sont payés, il n'y a pas de coupure d'électricité, d'énergie, etc. Comment un pays peut être à l'arrêt? Alors le pays est à l'arrêt si par exemple aujourd'hui, sur le plan économique, les acteurs, les principaux acteurs, quand on discute avec les uns et les autres, ils nous disent, par exemple, au niveau du bâtiment, on sait qu'aujourd'hui, plus rien ne marche. Bon, maintenant, le gouvernement, à juste titre, peut se dire, avant, j'ai besoin de faire l'audit pour savoir où est-ce que nous en sommes. Par rapport au gouvernement de Macky, tout ce qui s'est passé avant, on aimerait faire le point, faire le bilan. Maintenant, faire le bilan sur la situation des différents ministères, des différents secteurs, ça doit se faire de façon concomitante avec le développement de l'activité économique. Or, aujourd'hui, en fait, quand on avance dans n'importe quel secteur, on nous dit, nous sommes en train de faire d'abord le diagnostic de la situation actuelle. Où est-ce que nous en sommes? Une fois qu'on aura les idées claires là-dessus, on pourra avancer. C'est le même principe, en fait, aujourd'hui, avec la reddition des comptes. D'accord. Et comment un pays aussi stable que le Sénégal, politiquement, etc., peut être à ce niveau de crise économique? Alors, la crise économique actuelle, comme je l'ai dit dès le départ, n'est pas spécifiquement sénégalaise. C'est une crise mondiale. Maintenant, nous, dans notre pays, quand on a une économie exogène, les chocs sont beaucoup plus forts que les économies endogènes. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il faut être prudent là-dessus. Maintenant, de l'autre côté, la question de la reddition des comptes a fait que le gouvernement actuel se disait systématiquement « je vais faire le bilan ». Et on ne peut pas parler de stabilité politique. Là, c'est un mot que je ne peux pas utiliser parce qu'on a vu le passage de Macky à Diomaye Faye. Il y a eu des morts, il y a eu des manifestations. Pendant tout ce temps-là, l'économie sénégalaise était pratiquement à l'arrêt. Et après l'élection, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à dire maintenant, on va faire le bilan pour savoir ce que nous a laissé le président Macky Sall. Et pendant ce temps-là, l'économie était encore à l'arrêt. Parfait. Nous avons beaucoup d'avantages ici au Sénégal, des atouts. J'ai parlé de la stabilité. Il y a la position géographique, il y a beaucoup de choses, la cohésion sociale, etc. Qu'est-ce qu'on est en train de faire de
de ces avantages comparatifs? Est-ce qu'on les exploite vraiment? Alors, on a l'impression que non. Le Sénégal a des atouts incontestables. Parmi les atouts, je citerai le premier atout. C'est pourquoi je dis notre or, c'est d'abord notre jeunesse. Ce n'est pas le pétrole, c'est d'abord notre jeunesse. Notre principal atout, c'est d'abord la jeunesse sénégalaise. Plus de 70% de la population a moins de 35 ans. On a aussi des ressources naturelles, notamment le pétrole, le gaz et le zircon. On a aussi une position géographique enviée de tous. Et on a aussi une tradition démocratique incontestable. Maintenant, depuis l'avènement, et avant même, sous Macky Sall, il y a eu un clientélisme qui laissait de côté une bonne partie de la population, notamment la société civile, notamment les autres partis politiques qui n'étaient pas forcément du même bord. Et le président Diomaye Faye, avec son premier ministre Ousmane Sonko, avait dit dès le départ qu'ils allaient être contre toute forme de clientélisme et faire appel aux compétences et aux ressources humaines du Sénégal, qui étaient des ressources humaines incontestables. Ça n'a pas été le cas. Donc on a rechuté, quoi. En tout cas, si ce n'est pas une rechute, ça y ressemble beaucoup. Parce que ceux du PASTEF nous disent que hier, ils se sont battus, donc aujourd'hui, c'est normal qu'ils dirigent. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut changer. D'accord. Donc, ils n'ont pas d'intelligence collective. L'intelligence collective manque énormément. Parce que si on pense, compte tenu des enjeux et des défis qui nous attendent, si on pense qu'on va s'en sortir au niveau du Sénégal avec un clan, on se leurre, on se trompe énormément. Le développement du Sénégal passera par un véritable consensus, alors qu'aujourd'hui, nous vivons une sorte d'hystérie collective. On ne sait plus à quel sein se vouer. D'un côté, on a un gouvernement qui fait face à une opposition systématique, avec des journaux tous les jours où on ne fait que sortir des scandales à répétition. Et je crois qu'un pays ne se dirige pas avec cette ambiance. D'accord. On a entendu parler de plan de redressement. Cela renverrait à quoi, un plan de redressement? Le plan de redressement, c'est une bonne chose. C'est un début. Mais à condition, c'est-à-dire si on veut redresser par exemple les comptes, si on veut redresser le pays, changer de cap, parce que le Sénégal d'aujourd'hui ne peut plus être dirigé comme le Sénégal d'hier. Maintenant, ce redressement-là, si ça part sur un programme partagé avec les différentes parties prenantes, où on n'est pas dans la distribution de postes, mais plus dans la mobilisation des compétences, que ce soit les différents partis politiques, des syndicats, la société civile, la diaspora, et mettre l'homme et la femme qu'il faut à la place qu'il faut, je suis convaincu que si on met ça en place, on ira très loin et que le Sénégal va se redresser. Vous insistez beaucoup sur les ressources humaines un peu. Donc, selon vous, il y a un problème de casting. Le casting n'est pas bon. Le casting n'est pas bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ressources humaines, sous Macky, on a eu au Sénégal des gens qui étaient extrêmement compétents, mais qui travaillaient. Mais ce n'étaient pas forcément des personnes qui étaient d'accord avec Macky. Mais c'était des fonctionnaires qui étaient là au service de la nation. Alors, donc, il y a effectivement des erreurs de casting parce que toutes ces personnes aujourd'hui ne sont pas mobilisées. Et ceux qui d'ailleurs étaient sous Macky, il y en a plein qui aujourd'hui sont de l'APR, etc., ne sont pas mobilisés et sont dans une démarche frontale de bataille assez dure face au régime actuel de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye. D'accord. On parlait tout à l'heure de plan de redressement. Ça n'a strictement rien à voir avec
plan d'ajustement? Non, non, non. Les plans d'ajustement structurels du genre, oui, c'est différent. C'est-à-dire que là, on a connu dans les années 60 les plans d'ajustement structurel du FMI, avec toutes les catastrophes qu'on a connues. Avec ça, ça n'a rien à voir. Là, c'est plus une volonté de redresser, de mettre le pays sur les rails du développement. Et on en a besoin. On en a besoin. C'est-à-dire que le Sénégal peut être une puissance économique demain, à condition qu'on travaille main dans la main avec un véritable consensus et une stabilité. D'accord. Et non plus, il est hasardeux, voire irresponsable de parler de dévaluation, de possibilité de ces choses-là. Oui. Oui. On n'en est pas là. Non, nous n'en sommes pas là. On ne gère pas un pays avec la panique. La dévaluation n'est pas à l'ordre du jour. Ce serait irresponsable de parler de dévaluation sur le plan économique. Mais par contre, parler de la monnaie, du CFA, oui, ça c'est responsable. Il faut battre monnaie. Il faut battre monnaie. Mais battre monnaie ne veut pas dire battre tambour. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire que oui, on a besoin de sortir du franc CFA, c'est incontestable. Maintenant, quelles sont les conditions nous permettant d'en sortir? Il faut mettre en place une monnaie crédible. Et pour ça, il faut avoir une économie solide. Ouais. Et aujourd'hui, les agrégats ne nous permettent pas de dire que l'économie sénégalaise est solide. On est les deux principaux pays, à savoir la Côte d'Ivoire et le Sénégal, sont dans une indiscipline budgétaire extraordinaire, intolérable, insoutenable. Et si on bat monnaie avec ça, ce sera une monnaie de singe. D'accord. Tout le monde parle d'indiscipline budgétaire. C'est quoi l'indiscipline budgétaire? L'indiscipline budgétaire, c'est ni plus ni moins aujourd'hui un taux d'endettement qui est de l'ordre de 120%. 120%, c'est énorme. C'est énormissime. Donc, cela veut dire que l'effort qu'on mettra en place aujourd'hui au Sénégal pour avoir des recettes, ces recettes vont être utilisées pour rembourser. Ce n'est pas possible. Et quelles pourraient être les conséquences de cette dette excessive? Alors, les conséquences de cette dette excessive, c'est que nous avons un pays qui est dépendant de l'étranger. Et quand on dit un pays qui est dépendant, ça veut dire qu'en fait, c'est un pays qui ne sera pas souverain. Dépendance et souveraineté sont antinomiques. Et Ousmane Sonko parle de souveraineté qu'on doit atteindre. Avec ces niveaux d'endettement-là et une économie exogène, on est loin aujourd'hui de cette souveraineté qu'on réclame de toutes nos forces. D'accord. La croissance aussi, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, les Sénégalais sont-ils... bon, avant de venir à la croissance, les Sénégalais sont-ils heureux? Est-ce que vous décelez chez eux une sorte de bien-être, etc., sur le plan, du point de vue économique? Alors, sur le plan économique, on nous parle, c'est vrai, de la croissance économique. Certains disent qu'aujourd'hui, la croissance économique est de l'ordre de 5,5, d'autres disent de 5,8. Le FMI parle de 8% éventuellement. Alors, c'est beau pour les rapports. Mais une croissance économique n'a de sens que si elle arrive jusqu'au dernier village du Sénégal. Or, aujourd'hui, quand on discute avec le Sénégalais moyen, il est dans une véritable souffrance. Qu'est-ce qu'on voit? Le pouvoir d'achat est en berne. Les prix sont excessifs. Quand on prend le prix de l'immobilier, aujourd'hui, ça atteint des niveaux où le Sénégalais, même fonctionnaire de haut niveau, ne peut pas y faire face. La vie est excessivement chère. Les denrées que nous ne maîtrisons pas sont excessivement chères. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler décemment de croissance économique et s'en glorifier alors que la majorité de la population est dans une véritable souffrance. D'accord. Donc, quand ça ne va pas bien économiquement, les compatriotes ne peuvent pas être souriants. Est-ce que vous pensez que les Sénégalais ne sont plus souriants, sont un peu dénaturés par la crise économique? Actuellement, il y a en tout cas un début de désillusion. Maintenant, il est vrai que partout dans tous les pays, il y a une impatience, c'est-à-dire il y a le temps de l'attente, le temps
de la population n'est pas pareil que le temps politique, qui n'est pas pareil que le temps, on va dire, économique. Parce qu'un pays, pour se développer, est obligé d'aller dans du long terme, avec une vision. Un homme politique est dans du court terme. On est dans des échéances à 5 ans. Et avec les différentes élections, à chaque fois qu'on sort d'une élection, les gens se préparent pour aller vers une autre élection. Avec une volonté de redressement sur le plan économique, c'est un temps qui dure. Or, le Sénégalais moyen, lui, ce qu'il veut, c'est après les élections, tout de suite après, il faut qu'on ait des répercussions positives. Il faut que ça se voit au niveau de son pouvoir d'achat. Il faut que ça se voit en termes d'accessibilité au niveau de l'immobilier. Il faut que ça se voit dans sa possibilité de pouvoir subvenir à ses besoins. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. D'accord. Je rappelle que nous recevons M. Dabi Pouy, économiste, dans cette émission Jury du dimanche. Vous parliez du coût de la vie, pouvoir d'achat, coût de la vie. Les gens ont tout essayé et pourtant ça se détériore. Pourquoi on n'y peut rien? Ce n'est pas qu'on n'y peut rien. Il y a des solutions. Alors, parmi les solutions, il faut d'abord faire ce que j'entends par enracinement et ouverture. C'est-à-dire qu'il faut atténuer les chocs extérieurs. Comment? En développant une économie locale, une économie endogène. Il faut développer de l'agriculture, que cette agriculture soit tournée vers la satisfaction de nos besoins, avec la maîtrise de nos ressources. Il faut en même temps réindustrialiser le pays, ou industrialiser. Je ne parlerai même pas de réindustrialiser, mais industrialiser le pays. Donc ça, c'est des solutions. Il faut inciter les jeunes à aller vers l'agriculture en mettant en place de véritables mesures permettant aux jeunes d'y aller. Et donc, les solutions existent. Il faut aller vers ce que j'appellerais une glocalisation, à savoir penser global et agir local. D'accord. Les jeunes, vous voulez les pousser vers l'agriculture et autres, et pourtant, beaucoup d'entre eux ne voient que la sortie du Sénégal, du pays. Comment est-ce que vous intégrez qu'un pays aussi stable que le Sénégal puisse voir une bonne partie de sa jeunesse vouloir le quitter? Parce que tout simplement, ces jeunes n'ont pas d'avenir dans ce pays. C'est-à-dire que quand un jeune, Hassan, habite chez ses parents, même celui qui est diplômé, qui n'a pas de possibilité, quand une économie est à 97% une économie tirée par l'informel, quand ces jeunes, une fois malades, n'ont pas la possibilité de se soigner, quand ces jeunes n'ont aucune possibilité pour avoir un travail, mais forcément, ils sont dans une situation de mort à l'intérieur de leur pays. Donc ces jeunes-là, qu'il pleuve ou qu'il vente, on ne peut pas les empêcher de partir à l'étranger. Ils vont se dire, mourir pour mourir, autant mourir amer avec l'espoir d'un lendemain meilleur. D'accord. Est-ce que vous pensez que le pouvoir en place, c'est où est-ce qu'il veut en aller ou en arriver avec cette jeunesse? Pour en arriver autrement, pour apporter des solutions, je pense que le gouvernement actuel doit mettre en place des actions, notamment en termes de formation. Et quand je parle de formation, mettre l'accent éventuellement, par exemple, sur des formations courtes. On peut mettre en place des formations courtes, des formations professionnalisantes, permettant aux jeunes d'avoir tout de suite un emploi ou de développer l'entrepreneuriat au niveau de ces jeunes, favoriser l'entrepreneuriat, faire en sorte que les jeunes qui aujourd'hui gravitent dans le milieu informel puissent progressivement
s'organiser. Je peux prendre comme exemple ceux qui aujourd'hui évoluent dans les Jakarta. On a énormément aussi de jeunes diplômés qui aujourd'hui ont des Jakarta. D'accord? Comment les organiser? Comment faire en sorte... Il faut de l'innovation. Il faut de l'innovation et on n'a plus besoin d'avoir des cols blancs du haut des bureaux capables de leur dire nous avons la solution. La solution, c'est au niveau des jeunes, c'est en bas. Il faut leur dire vous êtes la solution, nous sommes là pour vous accompagner dans ces solutions. Et ne pas être des apporteurs de solutions. Est-ce que le discours du gouvernement est innovant pour parler à la jeunesse un peu? Non. Ben pour l'instant, je ne vois pas d'innovation en tout cas, parce que pour moi, je dis toujours que seule la pratique est critère de vérité. Et dans la pratique, aujourd'hui, les jeunes sont dans une véritable souffrance. Très bien. Et en plus, ils demandent souvent à cette jeunesse en particulier de prendre patience, d'être résiliente. Quand on insiste trop sur ces choses-là, est-ce que c'est pas une façon d'abandonner cette jeunesse? Bien entendu. C'est-à-dire que quand moi je viens en étant bien loti et en disant aux jeunes qui sont en face de moi, soyez patients, je ne suis pas crédible. C'est-à-dire que les jeunes n'ont cessé d'être patients. Quel est le taux aujourd'hui de chômage des jeunes? Et quand je parle de taux de chômage, c'est le taux de chômage officiel. D'accord? Le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans, ça va jusqu'à 27% en fait là-dessus, ce qui est inacceptable. Alors donc, patient, quel type de patience? Quel est l'horizon? Pour quel type d'économie? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des balbutiements? Est-ce qu'il y a des débuts de développement qui permettent de dire à la jeunesse, regardez, nous sommes en train de faire quelque chose, vous allez avoir effectivement un emploi. Mais comme il n'y a rien de tout ça, mais les jeunes forcément vont chercher des solutions ailleurs. Les jeunes sont dans une démarche, on ne peut pas refuser l'idée qu'on a une jeunesse extrêmement forte, dynamique et qui veut s'en sortir. Cette jeunesse n'a pas besoin qu'on leur donne la solution, cette jeunesse a besoin d'être écoutée. Pour une fois, il faut rompre avec les modèles que nous avons pour être à l'écoute de cette jeunesse. D'accord. Et pourtant, il y a une sorte de bénédiction que sont les hydrocarbures, pétrole et gaz. On pensait même qu'avec ces ressources, on raserait un jour gratis, que tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ou bien vous pensez que ça va venir en tant qu'économiste? Ça va venir. Maintenant, les dernières prévisions nous disent que les recettes issues des hydrocarbures sont estimées sur 3 ans à 227 milliards de francs CFA. C'est peu par rapport à l'Eldorado qu'on attendait, comme vous l'avez si bien dit. Parce que quand on disait le Sénégal est un pays producteur de pétrole, on a tout de suite pensé au Qatar, on a tout de suite pensé aux Émirats, en se disant enfin, nous allons sortir de cette situation, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, il faut du temps. Alors, à côté de cette rente pétrolière, l'efficacité dépendra pas forcément dans un premier temps uniquement des montants générés par le pétrole, mais plus de son allocation. Autrement dit, si on utilise cette rente pétrolière pour renforcer la formation des jeunes, si on l'utilise pour développer une agriculture durable et orientée vers la satisfaction des besoins, je pense qu'effectivement, on peut dire qu'on sera en fait en bonne voie. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. J'ose espérer que le gouvernement va aller sur cette lancée-là. C'est ça. Il y a également un sujet, on parle beaucoup du train de vie de l'État, sans savoir trop ce que c'est. Est-ce que vous pensez que ce régime-ci, comme les précédents, mène, comme à leur habitude, un train de vie d'enfer? Ils se permettent tout. Oui, ils s'autorisent tout. Alors, bon, hein? Le Premier ministre Ousmane Sonko avait dénoncé
le train de vie de l'ancien régime. Je partageais parfaitement son point de vue. Maintenant, sans aller dans du misérabilisme, parce que je pense que même quand on dit oui, ils ne peuvent pas être des misérables, c'est méprisant vis-à-vis de la population locale. Parce que ceux qui les ont élus sont aujourd'hui dans de véritables difficultés. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'on va en faire des pauvres. Nous voulons que le Sénégal sorte de cette pauvreté. Aussi bien ceux qui nous dirigent que ceux qui sont en bas et qui les ont mis là où ils sont. Alors, ceci dit, la question, par exemple, des voitures, c'est des symboles, c'est du domaine du symbole, en se disant, ils ont un devoir d'exemplarité, comme l'avait si bien dit le Premier ministre Ousmane Sonko, en disant, ce n'est pas acceptable que dans un pays comme le Sénégal, qu'on puisse avoir un train de vie, en fait, aussi élevé que le train de vie, voire même plus élevé que le train de vie des ministres, par exemple, français. C'est totalement inacceptable. Maintenant, ceci dit, la véritable question, ce n'est pas le train de vie, c'est faire un audit de la situation financière de notre pays, où va notre argent, à quoi ça sert, et développer une certaine transparence. Je crois que la véritable question, elle est là. Sinon, le reste, oui, audit, est-ce qu'ils ont des grosses voitures, etc., c'est plus du domaine des faits divers. Très bien. Nous parlions au départ des atouts du Sénégal, qui sont certains, mais également il y a des vulnérabilités, des points de faiblesse, la corruption, la crise d'autorité qui n'a pas été résolue par ce gouvernement en place, mais il y a également les problèmes de comportement, ce qu'on appelle le manque de discipline. Est-ce que ces choses-là, ces facteurs-là, ne sont pas les véritables explications de ce qui nous arrive aujourd'hui? Bien entendu. Le premier point, ça reste la corruption. Aujourd'hui, la corruption est endémique et totalement inacceptable. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la reddition des comptes, j'étais à 200% d'accord et je suis encore d'accord. Quand, dans un pays, on a un fonctionnaire, même pas un chef d'entreprise, un fonctionnaire, qui est multimillionnaire ou milliardaire, c'est totalement inacceptable. Donc, là-dessus, on a un problème de corruption qu'il faut régler de la façon la plus urgente possible. D'où la reddition des comptes, dont on ne voit pas pour l'instant les résultats. Alors, la deuxième chose, c'est un problème de comportement. Mais le comportement du jeune Sénégalais est lié au comportement de ceux ou de celui qui le dirige. Il y a un devoir d'exemplarité de ceux qui sont en haut. Si effectivement, le Sénégalais moyen, je ne dis pas qu'il y a forcément de la corruption, mais le fait qu'il y ait un sentiment d'injustice, un sentiment de défiance de ceux qui dirigent, ne pousse pas la population à adapter un comportement en adéquation avec ce que nous attendons. Effectivement, il y a de l'indiscipline aujourd'hui dans ce pays. Et ça se voit même quand on est dans la rue, même sur l'autoroute. Tu vas aller voir en fait les zones d'arrêt d'urgence. Les gens ne vont pas hésiter en fait à y passer sans aucun problème. Donc effectivement, tant qu'on ne réglera pas effectivement ces problèmes de discipline, on risque d'avoir de sérieux problèmes. Est-ce que le manque de discipline peut nous valoir des points de croissance, comme disait un de vos collègues économistes? Mais bien sûr, ça, c'est de façon mécanique, le manque de discipline. Les investisseurs aiment être dans une certaine stabilité, avoir une certaine visibilité. D'accord? Or, aujourd'hui, ce manque de discipline, ça entraîne des obstacles, des freins au développement, des ralentissements, et qui dit ralentissement dit forcément des points de croissance en moins. D'accord. Donc, en résumé, vous déplorez
une ambiance ou une atmosphère délétère dans le pays. Ça veut dire quoi? Oui, aujourd'hui, on est dans une hystérie collective, on a une ambiance délétère. Quand on regarde les journaux, il y a une défiance, par exemple, vis-à-vis des institutions judiciaires. Et nos hommes politiques n'ont pas à instrumentaliser le pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire ne doit pas être le théâtre d'une justice politique, le théâtre d'une bataille politique. Alors, et aujourd'hui, on a l'impression d'avoir, d'un côté, le gouvernement du PASTEF et de l'autre côté, une opposition systématique avec une bonne partie les anciens de l'ancien régime et ils se tapent dessus. Et vous vous situez où entre ces... Alors, où est-ce que je me situe? Je me situe là où se situent les Sénégalais. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des personnes qui sont obnubilées par les échéances politiques. Et des échéances politiques de très court terme. 5 ans, c'est très peu. Et durant ces 5 ans, il y a des élections présidentielles, des élections législatives, des élections municipales. Et à chaque fois qu'on termine une élection, les gens pensent tout de suite à l'élection d'après. Et donc, la recherche d'un poste devient plus important que la situation économique et sociale de son pays. Je ne me place ni dans l'un ni dans l'autre. Je me place là où se situent les Sénégalais, à savoir aujourd'hui nous avons besoin que d'une seule chose, c'est de mettre en place les conditions permettant de faire du Sénégal ce qu'il doit être, ce qu'il est, à savoir une véritable puissance économique dans une Afrique puissante. D'accord, très bien. Vous parliez tout à l'heure de la justice. Il y a le chef du gouvernement, même s'il y a la confusion avec la casquette de président de parti, qui dit que le problème du Sénégal, c'est un peu sa justice, la justice, etc. Il y a le FDR, les opposants qui disent qu'il a bafoué les principes républicains. Et vous, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette... Alors, il se renvoie en fait vraiment la balle de ping-pong. Tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas être dans la défiance. Et que ni les hommes politiques ne doivent instrumentaliser la justice, ni la justice être un théâtre de règlement de comptes politiques. Je pense que nous avons besoin d'une sérénité, car si les institutions judiciaires vacillent, c'est toute la République qui vacille. D'accord. Et nous ne pouvons pas nous le permettre. D'accord. Vous avez quelque chose à reprocher à la justice? Non. Soit on a confiance, on n'a pas confiance à la justice. J'ai confiance à la justice de mon pays. Maintenant, dans tout système, il peut y avoir des failles. Il peut y avoir des défaillances. Et c'est aux hommes politiques de faire en sorte que progressivement, qu'on puisse aller vers une justice indépendante, une justice qui est là pour l'ensemble de la population sénégalaise. Et ça ne sert absolument à rien de taper sur la justice. J'ai confiance à la justice sénégalaise. D'accord. Et surtout, quand on ne veut pas avoir affaire avec la justice, il faut respecter la loi ou les lois. Ça, c'est... Il faut respecter la loi. Oui, c'est ça. D'accord. Il y a également... Est-ce que sur la place publique, il y aurait des opposants ou des citoyens qui devraient raser les murs, comme on l'a dit? Alors, j'aime pas trop les menaces, d'une manière générale. Maintenant, il faut être prudent. Parce que les temps ne sont pas les mêmes. Le temps politique
n'est pas le même que le temps de la justice. Et que, comme l'avait d'ailleurs si bien dit l'actuel garde des Sceaux, ministre de la Justice, il faut du temps pour que la justice puisse travailler de la façon la plus sereine possible. Maintenant, c'est vrai qu'à côté, on a une population dont j'en fais partie, qui a envie d'en découdre tout de suite avec ceux qui ont fait des détournements de deniers publics. Nous voulons la justice, et nous voulons tout de suite la justice, comme la plupart des Sénégalais. Mais ce n'est pas parce que nous voulons la justice aujourd'hui, tout de suite et maintenant, que la justice doit se précipiter et mettre des gens en prison sans preuve. Et il faut avoir une certaine patience, avoir confiance en la justice, et ça, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Parce que si effectivement, au nom d'un clientélisme, on peut vous mettre en prison, ben demain, ça peut être vous, ou ça peut être moi, ou ça peut être un autre. D'accord, très bien. Et pour ne pas être tout à fait négatif vis-à-vis de ceux qui nous dirigent actuellement, est-ce qu'on pourrait vous demander ce qu'ils ont, savoir ce qu'ils ont réussi, économiquement parlant, depuis qu'ils sont là? Ils ont eu des réussites quand même, tout n'a pas été mauvais. Bien entendu. Je pense que c'est comme quand certains me disent que la vision Sénégal 2050 est une copie du plan Sénégal émergent de Macky. Mais je dis tant mieux. Tant mieux. Le Sénégal doit être dans une certaine forme de continuité. Maintenant, le gouvernement actuel a eu le mérite de dire nous allons faire la reddition des comptes. J'étais parfaitement d'accord sur la reddition des comptes que j'attends toujours. Alors, ils sont en train, sur certains points, de mettre en place des choses qui sont bien, mais sur d'autres, ils ont besoin de sortir d'une gestion clanique pour aller vers une gestion faisant appel à l'ensemble de la population sénégalaise. Et ça ne peut se faire que sur la base d'un programme partagé. Un programme partagé où ils sont là non pas pour distribuer des postes, mais pour mettre l'homme ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Alors, je ne suis pas là pour souhaiter l'échec de l'actuel gouvernement. Parce que souhaiter l'échec de l'actuel gouvernement, c'est souhaiter l'échec du Sénégal. J'en suis pas là. D'accord. Aujourd'hui, je pense que nous avons besoin, tous ensemble, de se mettre autour d'une table et de dire quelles sont les propositions que nous mettons sur la table, rien que pour l'intérêt de la population sénégalaise. D'accord. Donc là, à vous entendre, vous nourrissez un secret espoir à ce qu'il s'ouvre davantage. Et quels sont les bienfaits ou les avantages à s'ouvrir quand on est au pouvoir? Les avantages, on nous dit en fait que Sénégal ben bop le ken du ko xar ñaar. Donc ça veut dire que c'est un pays où nous nous connaissons tous d'une manière générale. Et que si dans un domaine, l'actuel gouvernement n'a pas les compétences, la grandeur d'un régime, la grandeur d'un homme politique se mesure dans sa capacité à faire appel à d'autres compétences, là où en fait il se rend compte qu'il a lui-même des limites. Alors s'ouvrir, c'est faire le pari que le Sénégal ne se développera pas avec un clan, mais que le Sénégal va se développer en mobilisant l'ensemble de ses forces vives. Le Sénégal va se développer en mobilisant les différents partis politiques, les syndicats, la société civile et même la diaspora qui, je pense, n'est pas assez prise en compte. D'accord. Et pourquoi vous parlez souvent de clan? C'est pas un clan quand même, c'est une équipe. Qui est... Si par exemple on nous dit que ceux qui se sont battus et qui ont fait la prison doivent être récompensés et que ces gens-là c'était des gens du PASTEF, bah,
c'est ni plus ni moins une définition du clan. C'est la définition d'un clan. Alors maintenant, je pense que, par exemple, prendre des personnes qui étaient avant dans ce qu'on appelait la coalition Diomaye, mais ceux qui étaient aussi de la société civile, mais qui n'étaient pas forcément dans une coalition. Moi, je n'étais pas dans la coalition Diomaye président, d'accord? Je n'étais pas non plus avec l'APR que j'avais combattu de toutes mes forces. Maintenant, je pense qu'il est important que le gouvernement actuel, pour montrer qu'il est dans une dynamique de développement de ce pays, qu'il est capable de faire appel à l'ensemble des forces vives de la nation, parce que nous en avons besoin, parce que nous pouvons y arriver. Et nous pouvons y arriver que si nous sommes tous ensemble. Ouais, vous êtes économiste, vous faites de l'économie, est-ce que vous faites également de la politique? Alors, j'ai commencé à faire de la politique. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Maintenant, je dis malheureusement, aujourd'hui, au niveau du Sénégal ou partout, c'est la politique qui permet de développer l'économie. Malheureusement. Parce que le secteur public a une place extrêmement importante. Au plus profond de moi-même, je pense qu'il faut affaiblir le pouvoir politique et renforcer le pouvoir économique. Je prends des exemples un peu de Thatcher, la dame de fer, qui était au pouvoir avec comme objectif, avec Donald Reagan qui était en fait aux États-Unis, d'affaiblir le pouvoir politique. Aujourd'hui, je suis rentré dans la politique, j'ai monté un mouvement politique qui s'appelle SOP Sénégal, dont l'objectif est de participer à la refondation de mon pays. C'est-à-dire vous avez des ambitions, de quelle sorte? Les ambitions, ce n'est pas des ambitions personnelles, j'ai des ambitions pour le Sénégal. Comme on dit, il faut avoir de l'ambition pour son pays. C'est la raison pour laquelle le SOP Sénégal a été assez réfléchi. Et le SOP qui s'écrit avec S-O-P-P, S comme souveraineté, O comme opportunité, P comme progrès, dans une démarche prospective, qui est le 4e P. Je veux qu'on revienne sur nos traditions. Comme on dit, nous avons eu une culture, on a une force, il est important, d'ailleurs Senghor l'avait mis en place, il est important de mettre en place une démarche prospective dans ce pays pour qu'on puisse savoir sur quelle histoire on s'appuie pour développer notre pays. Comme on dit d'une manière générale, l'histoire, les vainqueurs l'écrivent et les vaincus la racontent. L'histoire du Sénégal est une histoire de vaincus, d'histoire qu'on nous apprend. D'accord? Nos parents, on leur apprenait vos ancêtres, les Gaulois. Si on dit à la jeunesse sénégalaise que leurs grands-parents, on leur disait que leurs ancêtres étaient des Gaulois, ils allaient dire non, c'est pas possible. Or, avant cette situation, avant la colonisation, l'Afrique a existé. L'Afrique a eu des succès. Si on ne connaît pas les succès sur lesquels on s'appuie pour pouvoir nous développer, on aura un développement en patchwork, on aura un développement exogène, on aura un développement complètement calqué vers l'extérieur, vers l'étranger, pas sur nous. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé sur le plan politique. C'est ça. Et malgré, pour terminer, malgré toute l'accumulation de crises là, en fait, à laquelle on assiste, il faut garder les pieds sur terre, il faut rester optimiste. Il ne sert à rien, matin, midi et soir, de s'apitoyer sur son sort. Oui, bien entendu, bien entendu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut garder de l'espoir. Le Sénégal a tout pour réussir. On a l'ensemble des atouts nous permettant de réussir. Le véritable problème aujourd'hui que nous avons, c'est un problème de gouvernance. Le principal problème que nous avons,
c'est un problème de gouvernance. Et cette gouvernance, si elle est clanique, on ira droit dans le mur. Or, aujourd'hui, le Sénégal n'a pas besoin de construire des murs, on a besoin de construire des ponts entre les uns et les autres. Et notre développement, ce n'est pas les autres qui feront ça à notre place, c'est nous-mêmes qui ferons notre développement. Quand on critiquait par exemple le FMI, c'est parce qu'on attendait du FMI qu'il fasse tout pour nous. Quand on parle de la Chine, on attendait que la Chine fasse tout pour nous. La Chine peut construire des ponts pour le Sénégal. Mais la Chine ne construira pas le développement du Sénégal. Ce sera à nous de développer notre pays. D'accord. D'autant plus que la Chine a sa route de la soie et absolument, rebaptisé absolument. Une ceinture, une route. Absolument. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'appelle, mais vraiment de toutes mes forces, le gouvernement actuel pour que, dans l'ensemble des contrats qui vont être signés, qu'on puisse objectivement y associer systématiquement des Sénégalais. Si on veut se développer, on ne peut pas prendre notre pays et le mettre au service des étrangers. Qu'ils soient chinois ou français, ils défendent d'abord leurs propres intérêts. Le président Macron, c'est le capitaine du bateau France. La Chine roule pour la Chine. Il faut que le Sénégal roule pour le Sénégal. Je prends comme exemple un exemple très simple. Quand la Chine a acheté le TGV français, il a acheté aussi la technologie française. Aujourd'hui, le TGV le plus rapide au monde, il n'est plus français, il est chinois. Et donc, il faudra qu'on prenne en compte cette chose-là et qu'on développe enfin une économie endogène. Le développement du Sénégal passera par une économie endogène maîtrisée par les Sénégalais, pas par les étrangers. Merci beaucoup, Monsieur Pouy, d'avoir bien voulu être notre invité ce dimanche. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Ce fut un plaisir. Et tout ça pour le Sénégal que nous aimons. Et je reste persuadé que nous allons nous en sortir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Laye Assane Ndiaye qui a réalisé cette émission. Nous vous souhaitons de passer un très bon dimanche.